Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Elle paraissait encore une simple rumeur au départ, jusqu'au jour où l'Église catholique, par l'abbé Dashlarkani, informe officiellement le monde catholique de l'interpellation de l'abbé Joseph Ndinga le 16 février dernier, suivi d'une arrestation après 3 jours de garde à vue par la police d'Owando, actuellement déféré à la maison d'arrêt de la même localité pour des raisons d'enquête. Droit de savoir revient sur cet événement malheureux qui intervient, comme vous le savez, après la lettre de la conférence épiscopale du Congo et la lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milambu, une sorte de réquisitoire contre le régime totalitaire de Brazzaville. Peut-on parler de simple coïncidence ou d'une manœuvre d'intimidation? Voilà qui est au centre d'intérêt de notre émission aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, M. Jean-Noël Mabiala, président du mouvement unitaire pour le Congo Le Mur. Bonjour, Monsieur Mabiala. Bonjour Christian Perrin, bonjour chers auditeurs. Alors, un abbé derrière les barreaux, ce n'est peut-être pas extraordinaire, me diriez-vous, mais qu'est-ce que cela vous inspire en cette période aussi sensible où le Congo-Brazzaville se dirige vers une élection présidentielle dont les conditions d'organisation sont également boudées par l'Église catholique? Je répondrai volontiers à votre question, mais il faut peut-être que je resitue rapidement le contexte pour les auditeurs ou les amis qui vont me voir pour la deuxième fois sur votre antenne et comprendront pas une sorte de frénésie de communication. Et voilà, donc je resituerai les choses en ces termes. La première, c'est que vous avez dit que je suis président du mouvement unitaire pour la République, donc c'est une force politique congolaise, et donc l'actualité congolaise nous interpelle au premier chef. Le deuxième élément, c'est qu'il y a bientôt plus d'un mois, nous avons annoncé une nouvelle dynamique dans notre lutte pour la libération du Congo. Et par rapport à cette nouvelle dynamique, nous avons évoqué une nouvelle donne. Donc à l'époque, nous avons parlé qu'il y a une nouvelle donne, et cette donne, c'est celle-ci. C'est l'intervention, l'expression de l'Église catholique. L'expression sans ambages, sans peur de l'Église catholique. C'est une nouvelle donne dans la situation politique du Congo. Et je pense qu'il faut le souligner, puisque dans la communication des évêques, ils avaient parlé de savoir lire les signes des temps. Et nous, en tant qu'hommes politiques, on est aujourd'hui en phase avec cette volonté de lire les signes du temps. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui sur le front pour réagir à cette situation politique du Congo. Et par rapport à la question que vous posez maintenant, coïncidence ou manœuvre d'intimidation ou voilà. Coïncidence ou manœuvre d'intimidation avec la campagne de répression. 2 choses qu'on peut indiquer là-dessus. La première chose pour nous, c'est cette concomitance des agendas n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, puisque nous allons venir tout à l'heure sur les faits éventuels. On verra, quand on remonte les faits, on verra. Mais pour l'instant, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a eu expression des évêques, il y a eu réaction, mais virulente des teneurs du pouvoir, et il y a eu menace. Il y a eu menace. Donc à partir de là, pour nous, il n'y a pas coïncidence. Y a-t-il un lien ou pas? Nous verrons. Et je termine par là en disant, pour nous, il n'y a pas coïncidence, mais nous restons prudents puisque on considère quand même qu'il peut y avoir une justice au Congo. On va voir justement si la justice congolaise, sur ce problème-là, est dans les règles de l'art. Oui, il nous a été également rapporté que l'abbé Joseph Ndinga a eu dans le passé des antécédents avec Denis Sassou Nguesso qu'il avait fait arrêter dans l'affaire du capitaine Onga. On se souviendra donc du maquis d'Ikonongo. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un règlement du compte? Est-ce que c'est un règlement de compte? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des antécédents.
Il y a des antécédents par rapport au parcours de la Bendinga, comme vous l'évoquez. La Bendinga a été inquiétée lors des événements de 1988, donc dit les événements de Wando ou d'Ikonongo, comme vous l'évoquez. La Bendinga a été arrêtée à l'époque. La Bendinga a été traqué, il a dû s'exiler pendant longtemps. Et là, nous, l'information que nous avons aujourd'hui, nous verrons par rapport aux rumeurs et aux allégations je me garderai de rapporter ici, mais les informations que nous avons eues, que nous avons recueillies et eues, c'est que l'abbé est interrogé sur ces aspects politiques, notamment ce passé avec l'affaire Anga. Il est interrogé aussi sur l'homélie de l'abbé Ikonga. Donc voilà déjà des faits politiques qui montrent qu'il ne peut pas y avoir, j'allais dire, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de séparation entre les aspects politiques de cette affaire et les aspects juridiques. On verra donc comment. Mais oui, je pense qu'en tout cas, nous, on a l'information de sources sûres, depuis Rwanda, des gens qui sont au cœur de cette affaire, que l'abbé est interrogé presque exclusivement sur des questions politiques. Oui, Jean-Noël, au-delà des aspects juridiques, est-ce qu'on peut penser que c'est là une manière pour le régime totalitaire de Brazzaville d'envoyer un message vers l'Église catholique pour la faire plier face à sa position actuelle sur les élections présidentielles qui pointent à l'horizon? Si vous permettez, Christian Perrin, je voudrais refaire quand même un point sur ce qui pourrait être l'aspect juridique de l'affaire. Peut-être avant qu'on aille, puisque, en tout cas, nous... On parle d'une enquête ouverte, oui. Nous sommes sur une position politique, mais ayons l'honnêteté de poser le problème d'abord en termes juridiques. Je ne suis pas juriste, mais je me pose des questions. Et évidemment, Jean-Noël, moi, je vais vous laisser parler, mais je parle des aspects juridiques parce qu'on parle d'une enquête ouverte sur une affaire. Bon, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les tenants et les aboutissants de l'affaire. On nous a encore rien dit là-dessus, mais on parle d'une enquête ouverte. Donc, jusqu'à ce que nous aurons les résultats de cette enquête, on ne peut encore rien affirmer. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas là une manière de faire fléchir l'Église catholique qui semble monter au créneau maintenant? C'est pour ça que j'insiste sur la procédure. Puisque, je vous l'ai dit, notre position à nous est le soupçon de politisation de cette affaire. Mais pour qu'on soit crédible, mon cher ami, pour qu'on soit crédible, posons quand même les faits. Et c'est le peu qu'on a aujourd'hui. Le peu qu'on a, c'est quoi? Ça fait une semaine qu'une personne est aujourd'hui privée de liberté d'une façon ou d'une autre. Une semaine. Quelle est la procédure judiciaire au Congo en termes de garde à vue, en termes de droit, de respect de droit, en termes de présentation devant un juge, en termes de mobilisation d'un avocat, assignation d'un avocat? C'est une question qu'on peut se poser. Par rapport à la semaine, la durée déjà qui est devant nous. Mais si on remonte plus loin, on peut poser la question à part les allégations qu'on voit dans les réseaux sociaux, ça c'est des rumeurs. Vous voyez, on n'a aucune déclaration officielle sur qu'est-ce qui est reproché à la Bendinga. Aucune. On n'a rien sur à quand remontent les faits. Rien. On n'a rien sur le début même de la procédure. Comment la procédure a été enclenchée? Y a-t-il eu plainte? Y a-t-il eu témoignage de victimes? Y a-t-il eu dénonciation d'un tiers qui aurait été témoin? Y a-t-il eu dénonciation ou plainte des parents de victimes? Ça, on n'a pas de réponse. On arrive à la partie, l'intervention du procureur. Depuis une semaine, donc, M. Ndinga est en garde à vue retenu. Le procureur ne s'exprime pas. Voilà. Donc, pour nous, c'est déjà ces questions-là qui amènent à la question, est-ce que là, il y a respect du droit? Est-ce que là, il y a aujourd'hui une semaine, avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, et nous savons que ce qui circule dans les réseaux sociaux est commandité par le pouvoir. Nous le savons. À partir de là, nous nous posons la question, est-ce que, et c'est là où, avant d'arriver justement à ce qui fonde notre observation ou l'interprétation politique de l'affaire, c'est si le minimum, le b.a.-ba du droit n'est pas respecté, est-ce que là-dessus, on peut parler, est-ce qu'il y a la présomption d'innocence? Et s'il n'y a pas tout ça, on arrive à la question, est-ce qu'il n'y a pas manipulation politique? Voilà, je crois que c'est à partir de ces éléments que nous allons aujourd'hui, nous sommes fondés à craindre qu'il y ait manipulation politique. Et quand nous savons, et quand on fait le lien justement avec le contexte politique et la déclaration des évêques, on se dit,
oui, il y a peut-être volonté d'intimider, de faire taire les évêques. Parce que justement aujourd'hui, depuis au moins 5 ans que M. Sassou a usurpé l'élection de 2016, les expressions sont contenues. La population congolaise est muselée par la peur, justement. Il y a une peur qui règne au Congo. Et les évêques l'ont dit. Ils ont dit que le Congo aujourd'hui est terrorisé. Et eux, ils osent parler. Ils ont osé parler. Et on peut craindre que le régime est en train de prendre tous les leviers pour les faire taire. Pour nous, la démarche, la campagne qui est lancée aujourd'hui, M. Mungala en avait donné le ton en quelque sorte. Et on sait aujourd'hui, les défenseurs, les turiféraires du pouvoir, les militants du pouvoir, comment aujourd'hui ils invectivent les évêques, ils les menacent de tout. Donc je vous rappelle qu'il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, un parent de l'évêque Mossa Abania a été agressé. Voilà, donc pour nous, la question de savoir est-ce qu'il y a une volonté d'intimidation et de répression par rapport au raisonnement qui précède, c'est-à-dire déjà dès lors que les éléments de droit ne sont pas respectés, on peut craindre que justement on est sur une pente de violence à l'égard des hommes d'église et de leurs sympathisants. Est-ce que l'on peut penser que c'est ce qui fait craindre aujourd'hui l'Église catholique au lendemain de l'arrestation de l'abbé Joseph Ndinga, en instruisant bien entendu tous les prêtres et toutes les communautés religieuses d'organiser les prières, mais avec une formulation bien définie, que je me fais d'ailleurs le devoir de relire ici, je cite: « Dieu, notre Père, nous te prions pour notre pays, le Congo, en quête d'une paix pérenne et du bien-être social pour tous. Soutiens les uns et les autres pour un dialogue franc et sincère et donne à tous nos prisonniers injustement condamnés la grâce de recouvrer la liberté. » Je relis la prière puisqu'elle doit être citée tous les jours et par tous les chrétiens de l'Église catholique. Elle dit ceci: « Dieu notre Père, nous te prions pour notre pays, le Congo, en quête d'une paix pérenne et du bien-être social pour tous. Soutiens les efforts des uns et des autres pour un dialogue franc et sincère et donne à tous nos prisonniers, injustement condamnés, la grâce de recouvrer leur liberté. » Quelle analyse faites-vous de cette formulation de la prière où l'on parle dans un premier temps de recouvrer la paix? Cela veut dire qu'il y a un souci au Congo, c'est comme ça que moi j'ai semblé comprendre cela. En deuxième lieu, on parle d'un dialogue franc et sincère, et pour terminer par recouvrer la liberté des prisonniers injustement condamnés. Qu'est-ce que cela vous fait penser? Cela me fait penser à, j'allais dire, un programme d'application de la première déclaration des évêques. N'oubliez pas que la première déclaration des évêques appelait à une croisade de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir exprimé les réserves sur l'échéance électorale en vue, les prêtres ont dit, ils ne sont pas contentés de dire « nous craignons que », ils ont dit « nous engageons les hommes et les femmes de bonne volonté à dialoguer et surtout à envisager sortir le Congo de la crise actuelle. » Les évêques n'ont pas, ils ne sont pas allés de main morte dans leur expression. Donc oui, la déclaration d'aujourd'hui est une instruction qui va dans le sens de la mise en application de la déclaration des évêques, de la conférence épiscopale des évêques. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est le courage. N'oubliez pas, chers amis, que depuis 5 ans, ce n'est pas la première fois que les évêques s'expriment. Je pense qu'en 2017 ou en 2018, les évêques s'étaient réunis, pareil, s'étaient exprimés, pareil, sauf que, si je ne me trompe, il y a eu des accords sur la signature. Tous, il y a eu, j'allais dire, des désistements au moment de signer le communiqué final. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Donc, il y a longtemps que les évêques cherchent voies et moyens d'alerter, de rappeler la société congolaise à la cohésion et à la paix et au bien-être général de tout le monde. Parce que le Congo est un héritage commun. Que les évêques souhaitent, que les hommes d'église souhaitent que le Congolais vive en paix et dans le bonheur
puisque nous avons droit au bonheur et nous en avons les moyens. Donc je pense que ça, c'est une expression responsable de la part des évêques. Je terminerai par rapport à ceux qui doutent de leur rôle et de leur place au cœur du village, au cœur du Congo. N'oubliez pas, et c'est ingrat pour certaines autorités congolaises, d'oublier que c'est les évêques, c'est un évêque, Monseigneur Nkombo, qui a été à la tête de la conférence nationale, qui a fait la paix en 1991. Nous savons la virulence des Congolais à l'égard du régime de M. Sassou et en la personne de M. Sassou lui-même. C'est l'Église, en la personne de Monseigneur Nkombo, avec tout son collège, qui a aplani les différences et les violences. Donc, si on oublie ça, c'est de l'ingratitude. Vous voulez dire que c'est l'Église, comme quoi c'est l'Église qui avait sauvé Sassou Nguesso dans les années 90, c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que c'est l'Église qui a sauvé la paix, qui a évité au Congo un bain de sang dans les années 90. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas, on ne laissera à personne condamner la présente sortie de l'Église en oubliant que c'est cette Église qui nous a sauvés de la guerre dans les années 90. Évidemment, vous avez vu ce que les Congolais ont connu par la suite. 93, 94, 97 et tout le reste, toute la violence que nous avons eue depuis, puisque justement, en ce moment-là, nous avions tous craint, et je l'ai entendu encore il y a un mois, les gens qui traitaient l'Église de corrompue. Voyez. Donc aujourd'hui, si l'Église sort de sa réserve pour comme on a dit, endosser son sacerdoce, parce que c'est aussi ça le sacerdoce de l'Église. C'est pas simplement la spiritualité, c'est pas simplement la prière, mais c'est une prière active pour le bien-être des citoyens. Pour moi, cette mission-là est légitime. L'Église est légitime dans ce rôle-là. Et à mon avis, toutes les institutions qui incarnent la puissance morale dans notre pays, je regrette aujourd'hui que les protestants, l'institution qui représente les protestants, n'assume pas son rôle de protestation. On connaît l'histoire du protestantisme avec Luther et Calvin et compagnie. Ils sont au cœur de la société. C'est, je pense, la branche religieuse qui est la plus sociétale, entre guillemets. C'est dommage que les protestants soient en retrait, j'allais presque dire, dans la voie inverse par rapport à cette situation. L'Église catholique, aujourd'hui, joue un rôle de modérateur. C'est pas comme je l'entends par-ci, par-là, qui sont des incitateurs à la révolte, à la rébellion. Non, c'est des modérateurs, c'est des pondérateurs, puisqu'aujourd'hui, le Congo est sur des braises. La situation politique du Congo est aujourd'hui étendue et l'Église essaye de pondérer et en indiquant la voie. Et c'est à nous les politiques, c'est dans ce sens-là que nous intervenons. C'est à nous les politiques de sensibiliser et surtout de passer à l'action, de pousser la pression pour que le pouvoir entende le message des Congolais, le message des sans-voix qui a été exprimé par les évêques. Jusqu'où donc peut aller ce bras de fer entre l'Église et ce régime totalitaire de Brazzaville? Non, mais je ne pense pas qu'il y a bras de fer, non. Non, il n'y a pas bras de fer. C'est le pouvoir qui fait la sourde oreille. Je pense qu'au plus haut niveau du pouvoir de M. Sassou, il fait la sourde oreille. Jusqu'ici, on n'a pas entendu lui-même condamner cette sortie des évêques. Je pense qu'il se garderait bien de condamner cette sortie de l'Église, parce que l'Église a joué un rôle de pacification au Congo. Vous savez, la mort du cardinal Biayenda, cette mort-là, je ne pense pas que le Vatican l'ait acceptée tranquillement. Je crois qu'il y a eu des tractations pour que le Vatican accepte. Tempère un peu le... Tempère, voilà. Et je pense que M. Sassou a dû avoir un échange avec le Vatican. Et comme c'est quelqu'un, à mon avis, je ne connais pas qu'est-ce qui a pu se dire, mais nous savons que M. Sassou n'est pas un homme de parole. Mais sur ce coup-là, j'espère qu'il ne poussera pas le bouchon jusqu'à bousculer les évêques ou à recommettre l'irréparable que nous avons eu en 1977. Donc l'agitation des petits poissons dans les rues, les agitateurs sur Facebook ou M. Mungala, ça ne nous préoccupe pas. Le danger simplement, c'est que ça peut donner du zèle à des électrons libres et qui peuvent commettre l'irréparable. Mais au niveau de M. Sassou lui-même, j'espère qu'il est suffisamment responsable pour se dire que cette parole, cette main tendue, je dirais, cette main tendue de l'Église, il doit la saisir. Il doit la saisir. Hier, il a raté de saisir l'occasion de la main tendue par le général Mokoko.
Le général Mokoko, qui est quelqu'un du système, puisque c'est un homme du système, il lui a donné l'occasion de sortir par le haut. Le général Mokoko est l'homme qui a montré à la face du monde que les Congolais ne risquent pas demain de se taper les uns sur les autres, simplement sur une base ethnique. Il a donné cette preuve-là. M. Sassou aurait dû saisir cette main, c'était une main tendue. Il ne l'a pas saisie. Moi, je lui conseille aujourd'hui de saisir la main tendue par l'Église. Il ne s'agit pas de bras de fer, il s'agit de main tendue par l'Église à M. Sassou en priorité. Ce n'est pas les Congolais qui sont en cause, c'est M. Sassou et son régime qui est en cause. Évidemment, c'est ce régime qui passe finalement à une vitesse supérieure, parce que lorsqu'on commence à arrêter des prêtres, je crois qu'il faut qu'on s'interroge. Mais probablement qu'on ne va pas craindre le pire pour l'abbé Joseph Ndinga, comme vous venez de l'écrire. J'espère qu'il ne lui arrivera pas aussi quelque chose de fâcheux comme cela était arrivé au cardinal Émile Biayenda. Mais parlons, on dirait certainement deux poids deux mesures, parce que finalement au Congo-Brazzaville, les grands délinquants peuvent courir les rues tranquillement, malgré les informations données par la presse internationale, les informations portant sur la corruption, les détournements de fonds. Ça, personne n'est inquiété, mais pour la petite délinquance, ce n'est pas une façon de défendre l'abbé Jean Ndinga, que je ne connais d'ailleurs pas encore le mobile. Et quand il s'agit d'arrêter un prêtre, on le fait, mais de manière tonitruant, et on alerte le monde entier. Quelle analyse faites-vous d'une telle attitude, d'un système où la corruption, le grand banditisme, il faut dire la grande criminalité, parce que c'est quand même l'argent de l'État que l'on dilapide, et ça passe inaperçu. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé. Il faut revenir au premier point que vous avez évoqué. Avons-nous des raisons de craindre pour la vie de l'abbé Ndinga? Oui, nous avons des raisons de nourrir des craintes par rapport à la vie ou l'intégrité physique de l'abbé Ndinga. L'abbé Ndinga est depuis une semaine entre les mains de la police. Nous savons ce que c'est qu'une police dans le régime de M. Sassou. Et nous savons ce que c'est que la manipulation. Nous avons le film du parcours, du chemin de croix du cardinal Émile Biayenda. Nous avons le film. Nous avons le récit du chemin de croix du cardinal Émile Biayenda. Et nous savons comment des excités ont traduit une manipulation des autorités politiques. Donc, nous avons des raisons de craindre pour l'intégrité physique ou voire littéralement pour la vie de l'abbé Ndinga. C'est pour ça que nous réagissons. Je dis encore une chose avant d'aller dans le fond de votre question. Que les choses soient claires, Christian Perrin. Je suis aujourd'hui, en tout cas, je me définis comme un responsable politique. C'est une position, c'est une posture que j'assume, que je réclame. En tant que responsable politique, je ne viens pas ici pour jeter de l'opprobre sur la justice congolaise. Je ne viens pas ici pour dénoncer quelques injustices, que ce soit de façon légère. Je dis une fois pour toutes et que ce soit clair. Si demain, il y a des faits avérés, s'il y a des soupçons étayés contre l'abbé Ndinga, je dis une chose, que la justice passe. Mais qu'elle passe sur 3 éléments. 1, avec compétence, que pour une fois la justice congolaise fasse preuve de compétence. Qu'elle passe en toute transparence et qu'elle passe en toute indépendance. Voilà ma position pour terminer sur l'aspect juridique. Après, une fois que j'ai dit ça, oui, je reviens à votre question. On peut observer qu'il y a une justice à géométrie variable. On peut observer sur ce cas de l'affaire Ndinga qu'il y a une justice expéditive. Et c'est ça qui nous inquiète. La justice expéditive, le régime de M. Sassou est accoutumé du fait. Nous savons comment ont été jugés et exécutés les témoins gênants de l'assassinat de Marien Ngouabi et du président Massamba Deba. Donc, nous avons des raisons de nous inquiéter. Donc, justice expéditive, le Congo sait ce que c'est. Justice à géométrie variable, vous le soulevez. Je vous l'avais dit, à la dernière fois que je suis venu sur votre antenne, qu'il y a aujourd'hui l'ADN du régime de M. Sassou a 3 caractéristiques. 3 types de crimes caractérisent ce régime. Les crimes de sang, je ne cesserai pas de le répéter, ça peut paraître, banal pour les uns les autres. Non, il faut qu'on arrête de banaliser les crimes commis aujourd'hui au Congo.
les disparus du beach, on ne peut pas passer ces événements-là sous silence parce qu'il y a eu un pseudo-procès. Les tueries, l'assassinat des jeunes dans le commissariat de Chakona, on ne peut pas passer ces événements sous silence. Et le massacre des populations civiles dans le Pool, on ne cessera pas d'en parler, j'en parlerai toujours tant que la justice ne sera pas passée. Donc, face à ces crimes de sang, vous avez les crimes économiques, les détournements de fonds. Mais aujourd'hui, quelle est la capitale européenne où il n'y a pas un procès impliquant des autorités congolaises? En Suisse, vous avez l'affaire Gunvor avec Denis Christel Nguesso. Je ne parlerai pas des Panama Papers. À Lisbonne, vous avez l'affaire Viegas. Vous avez l'affaire Viegas qui implique Lisbonne, le Brésil, d'autres pays. En Australie, vous avez l'affaire Sundance. À Paris, ne parlons pas. Vous avez les biens mal acquis. Donc, les détournements... Pardon? Vous avez parlé des biens mal acquis, oui. L'affaire sur les biens. Donc, il y a aujourd'hui des crimes économiques, détournement de fonds, je ne vous parlerai pas aujourd'hui l'affaire flagrante des 14 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés sur lesquels il n'y a aucune enquête aujourd'hui. Aucune. Vous voyez, je termine par les crimes politiques. Nous avons aujourd'hui des personnes, des Congolais, deux grandes personnalités congolaises. Un ancien ministre, un ancien chef d'état-major qui aujourd'hui croupissent en prison. Il n'y a pas justice. Et là, sur l'affaire de la Bendinga, je vous demande, en posant la question, nous sommes dans quel registre là? Dans le crime, dans le délit, on est dans quel registre? Puisqu'on ne connaît pas les faits, de quoi s'agit-il? Voyez. Et quand on prend aujourd'hui les dispositions prises, parce que la détention provisoire, c'est quoi? C'est pour éviter qu'il fuit, qu'il s'échappe, pour éviter qu'il y ait subordination de témoins. Mais est-ce que cette affaire est de cette ampleur-là? Voyez. Donc oui, il y a deux poids, deux mesures. Mais tout là-dessus, je reviens pour terminer. Je ne m'hasarderai pas à critiquer la justice tant que je n'ai pas la preuve de sa faille. Donc j'attends de voir que la justice congolaise passe avec compétence, avec indépendance et transparence. Nous, en ce qui nous concerne, nous mobilisons pour soutenir la Bendinga jusqu'à preuve de contraire. Et là, si vous avez un peu de temps à la fin, je vous dirai comment nous sommes en train de nous organiser pour soutenir la Bendinga. Évidemment, on peut donc y aller, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comment vous vous organisez? Un plan d'action envisagé. Le premier plan, c'est la vigilance. Nous recommandons à tous les acteurs, en tout cas concernant les acteurs politiques aujourd'hui qui soutiennent cette démarche, d'être vigilants pour être à l'abri de toute manipulation de quelque genre que ce soit. La deuxième chose, c'est un soutien matériel qu'on est en train de mettre en place. On va se poser la question, on est en train de savoir s'il a un avocat ou pas, si l'État lui a commis un avocat d'office ou pas. Sinon, nous allons nous mobiliser pour lui donner les moyens d'avoir un avocat. Troisième chose, évidemment, au-delà du cas de la Bendinga, nous allons continuer la mobilisation qu'on a déjà lancée avec la pétition qui est en ligne aujourd'hui depuis bientôt un mois. Nous sommes à peu près à 200 signatures, je pense 190 ou 192 signatures. Nous avions fixé un objectif de 500 signatures à la fin de ce mois. Je rappelle aux compatriotes qui veulent que, pour une fois, le Congo ne vive pas le scénario qu'on a vécu en 1977 de l'assassinat de Massamba Deba, Marien Ngouabi et surtout d'Émile Biayenda, puisque là nous parlons justement de la menace qui pèse sur les évêques, de signer cette pétition qui est en ligne. Et au-delà de la pétition, nous allons lancer une collecte de fonds en lien avec la recherche de moyens pour que la Bendinga soit défendue. J'insiste, nous soutenons la Bendinga. Mais vous ne craignez pas, M. Jean-Noël, oui, vous ne craignez pas politiser l'affaire? Politiser l'affaire. Les termes de mon intervention sont clairs depuis le début. Si le régime, c'est à lui de démontrer que l'affaire de M. Ndinga n'est pas une affaire politique. Mais nous avons des présomptions. D'abord, nous partons de la présomption d'innocence de la Bendinga, mais nous avons une présomption de méfiance, une présomption de malveillance à l'égard du régime de M. Sassou. Nous avons les contentieux politiques qui justifient que nous soyons prudents, voire méfiants. Et nous pensons que tout acte posé par le régime de M. Sassou, en tout cas depuis qu'il est revenu au pouvoir depuis 1997, tout acte posé par le régime de M. Sassou, il faut y voir une présomption de malveillance. C'est toujours des actes
à l'encontre de l'intérêt du Congo. C'est ce que j'appelle la présomption de malveillance du régime de M. Sassou. Donc là-dessus, c'est nous qui assumons la position politique. Ce n'est pas la Bendinga. La Bendinga ne m'a pas passé un coup de fil pour me dire « Monsieur Mabiala, soutenez-moi ». Je ne le connais pas. Vous voyez, je suis dans une position politique pure et simple. C'est la même position que j'ai avec Jean-Marie Michel Mokoko. Je me suis engagé en politique avec Jean-Marie Michel Mokoko sur la base d'idées, de partage d'idées, de partage de projets. Et là, je soutiens et je mobilise les gens. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Mon ami Guy Mafimba n'a pas pu venir dans l'interview avec vous. Il était avec moi sur une autre chaîne hier. Nous sommes nombreux à dire ça ne passera pas. Et à l'État congolais de nous démontrer, et c'est ça notre défi, c'est celui-là, il n'est pas autre. C'est à l'État congolais de nous démontrer que M. Ndinga aura droit à une justice équitable, compétente, indépendante. C'est tout. S'il nous en donne la preuve, regardez, le premier élément qu'on attend, c'est que le procureur de la République s'exprime quand même. Au bout d'une semaine, pour une affaire aussi sensible, le procureur de la République devrait s'exprimer. C'est sensible. Vu les rumeurs qu'il y a autour de crimes, je ne sais pas, peut-être affaire de meurtre, je ne veux pas aller dans le détail parce que c'est des allégations qui ne sont fondées sur rien pour l'instant. Mais le procureur de la République devrait s'exprimer. Lorsqu'il s'exprimera, nous aurons des éléments. Regardez, l'Église catholique de Wando, avec, vous l'avez cité, l'abbé Kani s'est exprimé. Pour nous-mêmes, ce communiqué, il est tiède. Il est tiède, puisqu'il ne cite pas qu'est-ce qui est réellement en jeu. Évidemment qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu, qu'ils ne s'avancent pas sur des éléments, sur une affaire en cours, on comprend. Mais ils parlent déjà de procès. Ils ont presque l'air de se résigner, on attend le procès. Mais dans l'attente, oui, dans l'attente d'un procès, tout à fait. Beaucoup d'étapes quand même avant qu'on parle d'un procès. Nous, on aimerait savoir aujourd'hui si l'institution de tutelle de la Bendinga a pris un avocat ou pas. Il faut qu'ils nous disent, par exemple. Nous, en tout cas, on va les contacter. Nous allons contacter les responsables de l'Église à Brazzaville pour leur demander quelles sont les dispositions qu'ils prennent. Il y a des choses qu'ils ne sont pas obligés de nous dire, mais par exemple, assurer à la Bendinga une défense équitable, nous avancerons puisque nous proposerons des solutions. Nous ferons une offre de service. Ils seront obligés de nous dire qu'ils ont besoin de nos services ou pas. Voilà pour nous la démarche qui est concrète, qui n'est pas une démarche politicienne. Il ne s'agit pas d'une démarche politicienne. Personnellement, nous n'avons aujourd'hui aucun engagement politique au Congo. Dans ma position d'aujourd'hui, ce n'est pas demain que je vais aller me battre pour un poste de député au Congo. Ce n'est pas ça mon enjeu. Je ne suis pas dans une démarche politicienne. Je suis dans une démarche de l'avenir de ce pays et il faut que nous nous lèvons enfin pour s'exprimer. Oui, je vous entends dire une défense équitable. C'est comme si Jean-Noël croyait maintenant la justice congolaise. Monsieur Perrin, moi je n'ai pas affaire à la justice congolaise. Je ne suis pas un pourfendeur de la justice congolaise. J'ai affaire, moi, Mabiala, homme politique, j'ai affaire à M. Sassou, homme politique. Ce n'est même pas dans sa vie privée. La vie privée de M. Sassou ne m'intéresse pas. C'est M. Sassou qui est à la tête du destin des Congolais. C'est lui qui me préoccupe. Et c'est lui que j'interpelle. Et c'est lui que je critique. Et c'est son régime que j'aimerais participer à arrêter. Voilà ma position. Donc, que la justice congolaise ait des failles et des difficultés, c'est d'ailleurs, à mon avis, la faute du politique. C'est le fait d'être instrumentalisé, manipulé et peut-être même sevré, si on ne lui donne pas les moyens. Regardez, je me suis renseigné pour savoir s'il y a un avocat au Wando. Évidemment, il n'y a pas d'avocat au Wando. Si on devait assigner un avocat à la Bendinga, il fallait qu'il vienne de Brazzaville. Qui va payer les frais? C'est sûrement pas l'État congolais. L'État congolais a l'argent pour battre campagne aujourd'hui. Si M. Sassou, quand M. Sassou ira au Wando, vous verrez les cadres de Wando vont se cotiser pour M. Sassou, comme s'il avait besoin d'argent. Voyez? Donc pour moi, je ne critique pas la justice congolaise. Que les choses soient claires. Le procureur de la République près le tribunal de Wando, je pense d'ailleurs savoir que c'est un certain Mwanza, qui doit être même de notre promotion, ce que ce monsieur-là m'entende, je n'ai rien contre ni lui ni l'institution judiciaire. Au contraire, je l'interpelle, je lui demande de faire preuve de compétence. Il a un sujet, on lui a mis un sujet entre les mains, un dossier peut-être brûlant entre les mains, qu'il fasse preuve de compétence. C'est tout ce que je demande. Si l'État congolais, M. Bininga, je crois qu'il s'appelle le ministre de la Justice, s'il veut nous rassurer qu'il n'y a pas insuffisance dans la procédure, alors qu'il nous le prouve, d'où le côté transparence. Voilà, mon cher ami, je n'ai pas de préjugés par rapport à la justice congolaise, mais j'ai, je le répète, une présomption de malveillance. Je pense que tout acte posé par M. Sassou est nocif pour le Congo, pour le Congolais. Et ça, j'ai plus besoin de preuves.
lisons justement le réquisitoire dans le sens positif de la conférence épiscopale pour voir que le Congo aujourd'hui tire le diable par la queue du fait à cause d'un régime. C'est pas à cause du Congolais, c'est pas le Congolais qui soit mauvais, incompétent, etc. Non, c'est le régime d'aujourd'hui qui nous tue, qui tue le Congo, et c'est à dessein. C'est à dessein. Monsieur Sassou a affamé tout le monde pour que tout le monde lui lèche les bottes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Regardez la campagne. Regardez la campagne. Merci beaucoup, Jean-Noël Mabiala. Je rappelle, vous êtes président donc du mouvement unitaire pour le Congo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est aussi la fin de notre émission. À vous, chers téléspectateurs, je vous dirai simplement de demeurer fidèle à votre canal d'information TELAR TV. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.